Alors le handicap, ça fait peur. Il ne suffit pas d'édicter des lois pour que les personnes en situation de handicap soient incluses dans notre société. Les choses dépendent aussi de chacun d'entre nous et ce n'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. C'est pour ça que j'ai demandé à Leila Nenchi et Céline Schutz de nous raconter leurs expériences personnelles, heureuses, malheureuses, qu'elles ont pu rencontrer au cours de leur vie, mais aussi notamment dans leur cadre professionnel. Ensuite, nous accueillerons Claire Claus, qui est auteure d'un ouvrage dont elle va certainement nous parler, Le Bouddha, l'alchimiste et le fauteuil roulant, qui nous parlera de son expérience personnelle et professionnelle aussi en ce qui concerne le handicap. Alors peut-être, Leila, peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer un petit peu pourquoi le handicap, ça t'a fait peur? Alors en fait, le handicap, ça fait peur dans le sens où on a surtout peur de commettre des bévues, peur de mal faire en fin de compte. Peur de mal faire et ça nous conduit la plupart du temps à vouloir trop bien faire et à commettre d'énormes erreurs. Et parfois ça nous amène aussi à certaines très belles surprises. Donc en fait je vais juste vous raconter trois expériences marquantes que j'ai vécues dans le cadre de mon travail de médiatrice culturelle au musée Electropolis. Alors la première s'est déroulée lors de la première rencontre handicap. Ça faisait pas longtemps que j'étais au musée, je n'avais jamais eu de contact en fin de compte avec des personnes handicapées, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Et j'avais envie de très bien faire. Ça faisait pas longtemps que j'étais au musée, donc on m'a donné juste comme mission d'installer les personnes, de leur indiquer où se trouvaient les choses dans les locaux, etc. Et puis, à un moment donné, on me demande d'indiquer simplement les toilettes à un monsieur en chaise roulante. Donc, moi, je vais pour lui indiquer. Et là, je lui ouvre une porte qui conduit à l'ascenseur, qui lui-même conduit aux toilettes. Et le fait d'avoir ouvert cette porte, j'ai vu que ça l'avait rendu terriblement furieux. Et donc, sur le moment, je n'ai pas compris. Je dis, mince, j'ai été serviable et j'ai souri. Comment ça se fait qu'il a l'air furieux? Je ne comprends pas. Et là, en fin de compte, j'ai commencé à l'observer. Et en fait, ce qui est complètement stupide de ma part, c'est que ça faisait peut-être pas très longtemps que j'étais au musée, mais ça faisait quand même pas mal de temps que je faisais des visites. Et à chaque fois qu'on a un groupe dans le musée, on analyse un peu le groupe, les personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, des scolaires, etc. On essaie de voir leur niveau scolaire. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller dans un lieu culturel ou pas? Enfin bref, tout ça pour adapter la médiation, la vulgarisation. Et là, je ne me suis absolument pas adaptée à la personne parce que je ne l'ai pas observée. J'ai juste eu devant moi une personne handicapée. Donc, dans ma tête, il fallait que je sois très souriante, très serviable. Voilà, j'étais bien stressée. Au lieu de juste observer la personne et de m'adapter à cette personne. Là, je vois, donc j'ai un déclic. Je vois que cette personne est dans une chaise, vous savez, avec les roues, comme ça. Vraiment, une chaise que j'avais déjà vue dans le handisport. Donc c'est vraiment une chaise de personne extrêmement autonome. Donc évidemment que ça l'avait vexé, que je lui ouvre cette porte d'un air tout déférent, comme s'il n'était pas capable de l'ouvrir tout seul. C'est évident que voilà. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'avais commis une très grosse erreur parce que j'avais pas réagi face à lui comme je réagis d'habitude au musée. Et j'ai trouvé que j'étais mortifiée de penser que j'avais pu vexer cette personne, que j'avais pu la blesser. Voilà. Donc une première expérience malheureuse où je me suis rendu compte que je n'avais pas réagi comme il fallait en essayant de bien faire alors qu'en fait j'ai fait n'importe quoi. Alors la deuxième expérience malheureuse, entre guillemets, ça s'est passé avec aussi à une rencontre handicap. Je devais accueillir des invités qui étaient donc des personnes sourdes. Et je me suis dit, tiens, j'ai une super idée, je vais apprendre à dire en LSF, bonjour, bienvenue, juste 2 mots. Ça va être super, ça va leur faire un plaisir fou. Résultat, j'apprends mes 2 mots, je mets un temps fou. Et puis alors là, on arrive le jour J, elles arrivent. Et là, super fière de moi, je leur dis bonjour, bienvenue en LSF. Et évidemment, crétine que je suis, je n'avais pas pensé que si je parle à quelqu'un dans une certaine langue, il est évident qu'elle va me répondre dans la même langue. Évidemment, ces personnes commencent à me parler en LSF, tout à fait logique. Ah mon Dieu, je commence à paniquer.
paniquer et je commence à faire non, non, non avec des grands gestes. Je ne comprends pas la LSF. Mon Dieu, ridicule. Donc, alors malheureusement, la personne en face de moi n'avait pas encore compris. Donc je fais comme ça avec les mains, genre par ici. Je devais les installer en fait dans la salle. Par ici, la salle est par là, donc je fais comme ça. Puis alors là, il y a une des dames qui regarde mes mains en se disant mais elle parle la LSF d'Australie, là, la langue des signes d'Australie, je comprends rien là. Donc, et là, tout à coup, je continue à faire ça. Elle comprend que je lui montre simplement la pièce. Et là, elle comprend voilà, que je ne parle pas du tout la LSF, que j'ai juste appris mes 2 pauvres mots. Et elle lève les yeux au ciel d'un air navré, l'air de dire, voilà, bon, on a perdu du temps, c'est pas grave, mais enfin bon, c'est un peu ridicule. Et donc, du coup, j'ai amené ces dames à leur place d'un air misérable. Je me suis vraiment sentie, je me suis dit, voilà, mon idée, en fait, était bien, bien nulle. Enfin voilà quoi, donc c'était une expérience malheureuse, vouloir bien faire alors qu'en fait voilà, j'aurais dû aller jusqu'au bout de la chose. Je laisserai Claire réagir tout à l'heure à ce propos. Alors je vais vous parler d'une dernière expérience, 3e et dernière expérience. Alors on va finir sur une note positive tout de même, parce qu'en fait voilà, c'était une expérience extraordinaire. En réalité, forcément, en tant que médiatrice culturelle au musée Electropolis, le handicap, on a tous des choses qui nous font plus peur que d'autres. Et c'est vrai que le handicap que j'appréhendais le plus chez les visiteurs, c'était le handicap mental. J'étais pas sûre d'être à la hauteur, de savoir vraiment médiatiser, vulgariser le niveau scientifique, historique pour des personnes handicapées mentales. Alors, je me souviendrai toujours, premier groupe de personnes handicapées mentales que j'ai reçu, c'était un groupe d'adultes. Un petit groupe d'adultes. Alors évidemment, comme toujours dans ce type de groupe, vous avez tous les, des handicaps mentaux très 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 divers. C'est absolument pas uniforme évidemment dans ce type de groupe. Donc bon, vous savez pas trop à quoi vous attendre. Il faut vous adapter. Alors les personnes arrivent et puis là, j'avais pris un tout petit peu de bouteille. Là pour le coup, j'essaye d'analyser un petit peu. J'essaye d'observer les personnes. Je vois qu'il y en a certaines. Il y a une personne qui n'arrête pas de parler. Bien en forme, bien au taquet, super. D'autres qui parlent bien, d'autres nettement moins. Et puis il y avait vraiment un monsieur qui lui m'a tourné le dos pendant tout le début de la visite. Il me tournait le dos, il ne parlait pas, enfin voilà. Et pendant cette visite, en fait, la visite se divise en 2. Premier temps, c'est, on va dire, une visite plutôt classique. On se balade, tout ça, etc. J'explique certaines choses dans le musée. Et je sentais qu'il y avait vraiment une grosse partie du groupe qui ne rentrait pas dans la visite. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, il va y avoir l'atelier après. Dans la 2e partie, on a un atelier. Là, c'est plus pratique pour faire participer ceux qui sont très très timides, voilà, très de côté, qui se mettent de côté. Donc on fait l'atelier. Et là, en fait, les personnes handicapées doivent essayer de trier les composants, les matériaux qui sont isolants, conducteurs, ils des tests, etc. Puis aussi, ça c'est super intéressant, on a des objets du musée, donc des objets anciens à travers le temps, que les personnes peuvent toucher, bien observer et par là mieux appréhender en fait l'évolution des appareils électriques à travers le temps. On fait ça, et c'est vrai que là, donc, du coup, tout le monde est assis à table avec les objets, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, j'ai vraiment fait en sorte que les personnes qui parlaient beaucoup, qui étaient très motivées, n'empêchent pas les personnes vraiment très en retrait, très timides, de toucher, de participer. J'ai vraiment essayé en douceur de les faire participer, de les faire surtout toucher, le côté palpable, très important. J'ai essayé vraiment de les pousser à participer un maximum, tous. Et ça a été merveilleux parce que là, j'ai vu une évolution, une transformation des personnes très très timides, très en retrait, la personne qui tournait le dos tout du long de la visite, qui commençait vraiment à s'investir, à répondre aux questions, à trouver l'évolution des appareils, etc. Et puis alors on termine l'atelier, on retourne dans le musée, puis là on regarde un petit peu les vitrines et je commence à poser des questions. Et alors là c'était magique, l'atelier avait vraiment tout transformé, ils étaient tous au taquet. Alors là tous, je demandais qu'est-ce que c'est que ça, c'est en quelle matière, à votre avis ça date de quelle époque. Alors là ça fusait, là, j'avais des réponses sans arrêt, ça fusait, il y avait de l'énergie, tout le monde était en forme, mais vraiment il n'y avait plus du tout les différences de début de visite. Plus aucune différence, c'était fantastique. Et puis voilà, ils sont partis avec le grand sourire aux lèvres, la banane, super, voilà, la super pêche. Et là, je me suis sentie
sur un nuage. C'était vraiment fantastique parce que vraiment, je me suis rendu compte, j'étais vraiment très heureuse, j'avais réussi, malgré mes appréhensions, justement, mes grosses appréhensions, j'avais réussi à les rendre acteurs, vraiment totalement acteurs de la visite. Ils s'étaient appropriés la visite, ils s'étaient appropriés les objets. Ils avaient fait des remarques extraordinaires, j'avais bien insisté sur les réponses justes, sur la bonne réflexion qu'ils avaient eue. Et je les voyais partir super heureux, super souriants. Je me suis dit, ils auront plein de choses positives à raconter à leur famille, à leurs amis du centre, etc. Et vraiment, voilà, ça a été l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie professionnelle. Voilà, c'était juste magique, quoi. Merci Leïla pour ce beau témoignage. Donc j'ai noté certaines petites choses, nous rebondirons là-dessus avec Claire Claus tout à l'heure. Céline Schutz, vous êtes présidente de l'association Patasal et vous aussi vous avez eu des expériences particulières dont vous souhaitez nous faire part. Alors oui, effectivement, et en plus quand j'entends parler du monde des sourds, moi j'ai aussi une expérience un peu similaire mais dont je ne parlerai pas, mais c'est vrai qu'on se sent un peu démuni. On apprend exprès un texte en LSF et finalement après on ne comprend pas le retour. C'est vrai que c'est souvent embêtant. Du coup, moi c'est vrai que j'étais assez fière en me disant je crée une association qui s'appelle Patasal parce que je m'y connais en handicap, parce que dans ma famille j'ai mon cousin qui est handicapé, qui a le syndrome de X. Alors je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de X, c'est plus ou moins variant, c'est un handicap mental. J'ai passé donc toute ma jeunesse avec lui. Maman était en aide-soignante dans un hôpital de personnes âgées, donc forcément des cas d'Alzheimer, de démence, des fauteuils, donc c'était mon quotidien depuis toute petite. Et ensuite, je suis arrivée au château du Haut-Königsbourg il y a maintenant 8 ans de ça. Et la chargée des publics qui s'appelle Estelle Lequen m'a fortement conseillé de faire des visites pour personnes en situation de handicap. Et forcément, je dis à Estelle, t'as pas forcément besoin de beaucoup de me former, hein, c'est pas la peine, moi c'est bon, je m'y connais, en plus ma grand-mère elle est malentendante, j'arriverai à m'exprimer correctement, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, on est toujours très, très, très sûr de soi à ces moments-là. Elle a quand même voulu, par professionnalisme, sensibiliser au handicap. C'est vrai que je me rendais compte que je n'arrivais pas à gérer un fauteuil en visite, surtout dans la condition du château du Haut-Königsbourg. Forcément, dans un château fort de montagne, c'est encore moins évident. Du coup, je fais plusieurs visites guidées pour des handicapés mentaux. Tout se passe bien. J'étais vraiment très ébahie parce qu'ils se sont rendus compte de l'intérêt du patrimoine à travers mes propos. À chaque fois, la visite était différente parce que je m'adaptais vraiment au niveau des personnes. Jusqu'au jour où on arrive en décembre. Et décembre, bien sûr, c'est les vacances, c'est les marchés de Noël. On a des touristes partout, dans la cour basse du château. Ce qui fait beaucoup de bruit, en plus il y a des lumières partout, enfin ça peut déboussoler. Et en plus le groupe d'handicapés mentaux qui était arrivé au château, c'était un groupe qui était accompagné par des stagiaires BAFA. Et des stagiaires BAFA qui étaient en train de faire leur stage pour accompagner les personnes handicapées au château. Et donc forcément ces stagiaires BAFA étaient déjà un peu démunis, ils ne savaient pas trop quoi faire avec les personnes qu'ils accompagnaient. Et en plus de ça, voilà, il y avait du bruit partout, du coup ils n'arrivaient pas à les gérer. Les personnes handicapées couraient partout dans la cour basse, enfin ils criaient déjà. Moi je me suis dit c'est pas grave, on monte, c'est l'heure de monter. Très professionnel, je me dis voilà, l'heure de la visite c'est maintenant, donc il faut y aller. Et finalement, ben oui, voilà, moi j'ai pas pris au compte non plus que finalement toute la semaine ils étaient avec des stagiaires BAFA qui avaient peur d'eux un petit peu, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai pas pris en compte le vécu qu'ils ont eu toute la semaine. Et le fait qu'ils étaient un peu troublés par ces lumières, par ce bruit, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même lors des marchés de Noël. Et moi, je monte donc forcément avec ces personnes. Déjà, je remarquais que je leur parlais de choses même très faciles, hein, de l'intérêt de l'eau dans un château fort du Moyen-Âge. Je leur parlais de l'alimentation au Moyen-Âge. Je les avais perdus dès le départ. Et pourtant, et puis du coup les stagiaires BAFA m'avaient laissé le groupe tout seul, hein, ils étaient allés flâner, faire leurs photos, c'était une bonne expérience. Et du coup forcément à un moment donné,
les personnes en situation de handicap mental commencent à hurler dans le château. Voilà, heureusement que c'est quand même épais, hein, les murs, c'est bien. Voilà, c'est insonorisé. Et ils commencent à courir dans le château. Et courir dans le château, c'est très, très, très dangereux, faut l'avouer. Et là, j'avoue que je ne savais plus quoi faire. Les stagiaires BAFA, je ne les trouvais plus. C'est le cas de le dire. Ils ont pris la fuite? Non, ils n'ont pas pris la fuite, mais ils étaient inexistants. Comme par hasard, quand je voulais les trouver, je ne les ai pas trouvés. Et forcément, ben voilà, j'ai appelé à l'aide. Je me suis dit, voilà, moi qui étais tellement sûre de moi, j'appelle à l'aide. J'ai appelé donc au talkie-walkie mes collègues masculins. Et mes collègues masculins sont arrivés à, on va dire, mais c'est méchant hein, ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés à les évacuer du château, mais gentiment. Voilà, on les a amenés, mais on n'a pas continué la visite malheureusement. D'autres expériences un peu plus personnelles, donc je vous disais, ma maman est soignante donc depuis 30 ans. J'ai toujours vécu avec des personnes en fauteuil, des déments, des Alzheimer, etc. Et elle m'a une fois emmenée, quand j'étais toute jeune adulte, à une conférence autour de la sexualité des personnes handicapées. Voilà, déjà, voilà, aller avec sa maman, c'est pas forcément déjà le thème qui est très facile, voilà. Et du coup, en plus, la personne qui faisait cette conférence est une personne polyhandicapée, qui, pour moi, sur le coup, quand je l'ai vue, pour moi, n'était pas une personne. C'est peut-être difficile à entendre, mais pour moi, je ne voyais que le fauteuil et une tête. Et en plus, il y avait des fils, enfin voilà. Je ne voyais plus que ça. Et du coup, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Et du coup, pendant tout le long de la conférence, j'ai dû fermer les yeux pour comprendre ses propos. Et là, je me suis dit, mais Céline, tu n'as pas honte de ce que tu fais, alors que tu connais des handicapés, que tu as des projets autour de la culture et du handicap, et toi, tu fermes les yeux parce que tu vois une personne handicapée, en plus qui parle de sexualité. Tu te dis, comment ce monsieur peut arriver à penser à ça? Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était une expérience assez bizarre, finalement. Et là, une autre expérience, mais alors ça, c'est un projet que j'ai créé donc, lors de dans mon association qui s'appelle Spectacle Handi Vivant, où l'idée, c'est de faire intervenir un artiste de la musique actuelle pour proposer une prestation d'une demi-heure maximum auprès des personnes polyhandicapées ou handicapées vieillissantes. Alors le projet, c'est que l'artiste s'adapte constamment aux personnes qu'il a devant lui. Donc s'il sent qu'ils sont fatigués, il va mettre une chanson plus entraînante. S'il voit qu'ils sont bien, il va se poser à côté d'eux, il va les toucher, il va leur montrer l'instrument, tout ça pour les rassurer. Et dans ce projet Spectacle Handi Vivant, c'est dans des institutions médicalisées, bien entendu, avec les soignants, etc., voilà, sans souci. Mais l'idée, c'est aussi de faire intervenir des personnes extérieures. Donc, nous, on propose, dans le journal, on annonce, il y a un concert, par exemple, à la Masse des Papillons Blancs à Turkheim. C'est ce qui était le cas la dernière fois, dans le cadre du Jazz-Off de Colmar. Et donc, le public lambda peut venir donc, à la Masse de Turkheim. Et il y a quand même eu une dizaine de personnes extérieures qui sont venues voir, donc, à l'époque, le concert de Gilles. Donc, Gilles qui fait de la musique électro-tropicale. Voilà. Et du coup, il a proposé ce concert donc, pour tout le monde, forcément. Et les personnes qui ne connaissaient pas du tout le handicap, mais qui connaissaient Gilles, se sont dit non, on ne va pas au premier rang. Voilà, parce qu'on avait des chaises, hein, forcément, pour tout le monde, on avait des fauteuils, enfin, tout le monde se mélangeait. Et déjà, on me rencontre, on me dit non, je ne vais pas au premier rang. Alors déjà, j'ai pas trop compris. Il y en a d'autres. Ah oui, moi c'est intéressant. C'est vraiment un beau projet. Moi, je veux de toute façon regarder Gilles, donc je veux voir les photos en premier. Donc eux se sont vraiment installés à côté des fauteuils, sans crainte, rien du tout, juste pour profiter du spectacle. Et à la fin du concert, j'ai quand même demandé aux personnes pourquoi elles ont voulu se mettre à l'arrière. Et alors déjà, le monsieur m'explique qu'il a du mal à parler maintenant, parce que pendant tout le concert, il a pleuré.
tout le long du concert, il a pleuré. Il a dit, j'ai écouté la musique, mais en fait, je voyais ces gens, finalement, qui avaient des handicaps très lourds, qui avaient des fauteuils assez gigantesques pour certains. Il y avait aussi beaucoup de trisomiques ce jour-là. Et il a dit, et pourtant, moi, je croyais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la musique de Gilles. Et pourtant, voilà, ils dansaient, ceux qui n'étaient pas en fauteuil dansaient, les autres souriaient, et pourtant, il y avait de la vie. Et lui, dans sa tête, dans le handicap, il n'y avait pas de vie. Et finalement, à la fin du concert, il a pris la main d'un trisomique et il est resté avec nous pour le goûter. Il n'arrivait même plus à partir, ce monsieur. Mais en fait, ça l'a touché au plus profond de lui parce qu'il avait cette vision du handicap. Si tu es handicapé, entre guillemets, tu es mort. Enfin, c'était ces mots. Il m'a dit, lui, il voyait le handicap pas comme la vie, mais comme la mort. Voilà. Donc, c'est les expériences que j'ai vécues professionnellement, personnellement et dans le cadre de mon association. Merci beaucoup Céline. Alors moi, ces deux témoignages, je pense que le public aussi, quelque part, ça rappelle des choses à beaucoup d'entre nous, parce qu'on a tous à un moment donné ou à un autre été confrontés à la question du handicap. Moi, ce que je retiens notamment, c'est qu'il y a un gros sentiment de culpabilité. Alors si j'ai voulu cette table ronde, c'est aussi pour se mettre un petit peu de l'autre côté. On a beaucoup fait des sensibilisations, parlé des personnes handicapées, de leurs différents problèmes, etc. Mais ce que j'ai aussi voulu, c'est un petit peu qu'on prenne en compte ce que les valides, entre guillemets, même si nous sommes tous des handicapés potentiels ou à venir, ne serait-ce que par l'âge, si on arrive à vivre vieux, pour moi, il était important justement que l'on se mette un peu de ce côté-ci de la barrière et que l'on sache un petit peu, que l'on comprenne un petit peu ce que nous, valides, pouvons ressentir lorsqu'on est face à des personnes handicapées, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir et malgré aussi même l'expérience et le vécu personnel. Et je crois que le témoignage de Céline est très important dans ce sens-là, qu'on peut avoir dans le monde du handicap. Alors, j'ai retenu des mots comme culpabilité, mortifié, parce que c'est un mot que Leïla a beaucoup utilisé, et même dans la préparation de cette table ronde, je trouve que c'est un mot extrêmement fort, peut-être trop fort, je n'en sais rien, mais Madame Claus nous en dira peut-être un petit peu plus. Ce que j'ai aussi retenu, c'est que les solutions qui ont été cherchées, qui ont été trouvées aussi, pour passer ce cap de la difficulté, de cette envie qu'on a de prendre nos jambes à nos coups et de partir, c'est en courant très vite. Et donc, bien sûr, la fin, la vie, ce mot qui est très important aussi, je pense, quand on parle de la question du handicap. Ce sont aussi les gens qui veulent vivre et qui ne sont pas morts, comme le pensait ce monsieur. Alors, Claire Claus, vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage, Le Bouddha, l'alchimiste et le fauteuil roulant, qui retrace un petit peu votre parcours personnel. Vous nous en direz quelques mots. Je vous laisse vous présenter. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. Je suis là avant tout comme maman d'une jeune femme polyhandicapée de naissance. Elle avait le cordon 2 fois autour du cou et un nœud au cordon. Donc, urgence, nécessité de faire une césarienne et réanimation de plus d'une demi-heure, donc avec les lésions que l'on imagine. Donc j'ai eu un parcours difficile, mais difficile et lumineux avec elle, et c'est pour cela que j'ai souhaité écrire ce livre, Le Bouddha, l'alchimiste et le fauteuil roulant, parce que au-delà du témoignage sur le handicap et mes difficultés, je souhaitais parler du véritable chemin initiatique, philosophique, spirituel que ma fille finalement m'a amené à